Un fonds de placement d'investissement immobilier. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que vous seriez pas, n'êtes-vous pas curieux de savoir comment ça fonctionne, comment ça l'opère? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être intéressant pour moi de pouvoir investir en immobilier, ne pas avoir tout le casse-tête qui vient avec gérer des locataires, gérer des travaux de construction, surtout quand on a zéro expérience, mais qu'on puisse avoir les upsides qui est la croissance, la performance, mais surtout avoir un rendement sur notre investissement. Est-ce que ça vous intéresse? Mais juste avant, bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salador où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier, immobilier commercial, business, mindset et aussi, évidemment, on parle de cash, on parle de finances. Alors si ce sont des sujets qui vous intéressent, considère à t'abonner, à t'inscrire à ma chaîne dès maintenant. Alors aujourd'hui, je reçois un ami de longue date, un collègue de longue date, justement, qui a commencé en tant que courtier immobilier, qui est devenu un développeur de construction neuve de condos, qui a même sa compagnie a gagné plusieurs prix dans l'architecture. Et maintenant, à l'espace de 14 ans, a parti un fonds qui gère dans des dizaines de millions de dollars. Je ne veux pas vous voler le punch, mais j'ai avec moi Charles-Antoine, qui est justement un des fondateurs de comment je pourrais appeler ça, du fonds d'investissement immobilier LIFA. Regardez, j'essaie de ne pas vous voler le punch. Alors, tant qu'à faire, rentrons dans le vif du sujet dans un instant. Le marché de l'immobilier au Québec est en pleine explosion. Beaucoup d'opportunités pour les acheteurs de première maison et d'immeubles à revenus. Avec la méthode Salador, je vais vous outiller pour faire la meilleure transaction. Et un gros merci, Charles-Antoine. Ça fait plaisir. Juste pour mettre les gens en perspective, c'est drôle parce qu'on s'est connus en 2012-2013, dans nos tout débuts. Je pense que tu commençais aussi dans l'immobilier chez Proprio Direct. Ouais, j'avais mes licences, je pense, en 2010, puis j'ai commencé à faire ça à temps plein en 2011. Ben c'est ça, puis moi j'ai commencé aussi en 2010, puis je pense qu'on s'est croisés dans les alentours de 2011-2012. C'est fou comme le temps passe vite, hein? Ouais, effectivement, plus que 10 ans maintenant. C'est fou, Ouais. c'est fou. Mais c'est ça, on se connaît depuis les way back. Tu as commencé comme courtier immobilier, puis c'est là qu'on s'est croisés justement chez Proprio Direct. Mais aujourd'hui, je sais que tu as eu un beau parcours, puis j'aimerais ça qu'on, justement, le début de l'entrevue, on parle un petit peu de ton parcours. Fait que pour les gens qui ne te connaissent pas, t'es qui, qu'est-ce que tu fais, puis avant que tu t'es rendu dans qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, c'était quoi ton parcours dans l'immobilier? Ouais. Ben en fait, j'ai commencé à avoir un bac en finance. Puis pendant mon université, je me suis dit que je voulais vraiment aller en immobilier. Puis il n'y avait pas vraiment de cours en immobilier spécifique à l'époque. OK. Fait que je me suis dit, je vais faire ma licence de courtier immobilier, puis je vais apprendre. Fait que finalement, j'ai fait ça en 2010. Puis j'ai décidé finalement de devenir courtier pour être sur le terrain, rencontrer des clients, voir comment ça se passait, les transactions, tout ça. Nice. Puis ça a été super le fun. J'ai pas pris direct au début. Puis assez rapidement, j'ai voulu créer une entreprise de développement immobilier. Donc je voulais vraiment acheter des terrains sur lesquels on bâtissait des condos. Fait que j'ai cofondé une entreprise en 2012 qui se spécialisait en construction, développement de condos neufs Nice. sur l'île de Montréal. Fait que j'ai fait ça pendant 6 ans. Puis ça s'appelait Nightbridge, je me rappelle Exactement. bien. Nice. Fait que c'était une entreprise de développement, on faisait de la construction, la vente, service après-vente aussi. Puis je trouvais ça quand même assez essoufflant, le développement. Parce que dès que tu finis un projet, tu le vends, il faut que tu recommences à en faire un autre. Donc c'est pas des actifs puis des immeubles qu'on gardait à long terme. OK. Puis à cette époque-là, en 2016-17, avec un de mes bons amis de secondaire, on discutait un peu de nos rendements, tu sais. OK. Moi, qu'est-ce que je faisais comme promoteur immobilier? Puis Guillaume et Marc-Antoine, qu'est-ce qu'ils faisaient comme investisseurs plus traditionnels locatifs? OK. Donc, eux, ils achetaient des triplex, des quadruplex, qui rénovaient tranquillement quand les locataires allaient quitter après 2 ans, 3 ans, 4 ans, dans le but de les refinancer, mais de garder ces immeubles-là. OK. Fait qu'eux, ils avaient fait ça depuis déjà quasiment 10 ans à l'époque. Puis, en discutant de ce que moi, je faisais comme promoteur, comme rendement, eux, comme investisseurs traditionnels, je veux dire, grosso modo, on faisait les mêmes rendements, mais moi, comme promoteur, je prenais comme 100 fois plus de risques qu'eux autres. OK. Donc, moi, le déclic s'est fait de faire de l'immobilier locatif à long terme versus du condo neuf à l'époque. Fait qu'on a commencé à acheter un immeuble avec un ami, un deuxième immeuble avec 2 amis, pour se rendre compte qu'on avait beaucoup d'immeubles avec beaucoup d'amis, mais que ça devenait compliqué, tu sais. Ah ouais, c'est sûr. Comme structure, fait qu'on s'est dit, pourquoi pas pooler tout le monde ensemble,
dans un fonds. On va mettre notre capital dans le fonds. On va mettre le capital d'investisseur à la même place. Et ce fonds-là va acheter les meilleurs immeubles possibles. Et on va avoir une quantité plus limitée d'immeubles à gérer si on pool tout le monde ensemble. Donc, ça devrait être plus simple et plus efficace. Tout à fait. Fait que l'idée du fonds d'investissement est venue en 2017. Puis en 2018, on a acheté notre premier projet. Nice. Puis là, ça fait 7 ans qu'on est en opération. Super. Mais là, t'es allé un petit peu vite, puis c'est drôle, hein, parce que justement, j'avais oublié cet épisode de Nightbridge-là. Fait que justement, vu que t'as porté ce chapeau-là, j'aimerais ça qu'on mette une petite parenthèse là-dessus. La réalité, parce que c'est une question que beaucoup de monde me pose par rapport à la construction neuve, puis tout ça, de devenir un développeur. C'était quoi la réalité, justement, là, les avantages puis les désavantages, admettons, de construire des condos neufs? Parce qu'on voit ça de l'extérieur, puis ça a l'air super le fun, super palpitant, mais pourtant, t'as pas fait une carrière pendant 30 ans là-dedans. C'est quoi les avantages et désavantages? Je vous arrête un petit instant. Si vous désirez vendre, acheter ou investir en immobilier, allez dans la description dans le bas de cette vidéo. Vous allez pouvoir cliquer sur un lien pour réserver une consultation avec votre cher et l'unique Better Call Chris, où est-ce que je vais pouvoir répondre à toutes vos questions. On va pouvoir regarder votre situation, mais encore mieux, on va pouvoir élaborer un plan d'action qui va vous permettre, oui toi, te permettre de soit vendre, acheter ou encore mieux, investir en immobilier. Alors, si tu désires passer à l'action et te lancer dans le monde de l'investissement immobilier, va dans la description et clique sur le lien dès maintenant. De retour à la vidéo. Les avantages, je pense que c'est un domaine qui est très glamour. Okay. On dirait qu'il y a plusieurs personnes qui ont voulu devenir développeurs parce que ça a l'air le fun de construire des condos neufs, tu peux faire des belles architectures, c'est des beaux projets, tu fais des marketing. Intéressant, ça débloque des gros budgets parce que c'est des gros prix de vente quand même à Montréal. Tout à fait. Fait que je pense que c'est bien perçu, les business de développement immobilier. Ceci dit, c'est des business où il faut que tu sois quand même bon dans plein d'aspects. Autant en construction qu'en vente, en marketing. C'est très... Il y a un aspect légal quand même assez important aussi. Service à la clientèle aussi, avec exact. les clients. C'est lourd là, quand même avec la RBQ, les plans de garantie de maison neuve, tout ça. Donc, tu as vraiment là, une infinité d'erreurs que tu peux faire. Puis ces erreurs-là peuvent wiper la totalité du profit du projet. T'sais. Wow. Donc, on connaît plein de monde là, qui ont fait plein de projets à perte. Mais en apparence, les gens, ils savent pas. T'sais. Wow, c'est vrai. Donc, c'est pas si facile que ça. Et ça devient de plus en plus difficile avec les barrières à l'entrée, les taux d'intérêt, les coûts de construction. En plus. Donc, tu sais, les downsides, c'est une business qui est vraiment pas si facile. Okay. Il y a une grosse compétition. Ça prend beaucoup de capital, évidemment, pour acheter des terrains. C'est dur à se financer au début quand tu commences. Donc, c'est pas facile, mais c'est glamour. Puis j'ai eu beaucoup de plaisir quand même à faire ça pendant ces années-là. La vraie question, est-ce que c'était payant? Des fois oui, des fois non. En plus, parce que quelque chose que les gens savent pas, c'est que Nightbridge, vous avez quand même gagné plusieurs trophées. Là, Puis c'était quoi? Combien d'années vous avez opéré? Puis... Moi, j'étais là, j'ai parti en 2012, j'ai vendu mes parts en 2018, fait que j'étais là pendant 6-7 ans. J'ai vendu mes parts à mon ancien partenaire qui, lui, a continué pendant peut-être 2 ans. OK. Puis, on a fait des projets où on n'a pas fait d'argent. On a fait des projets où on a fait beaucoup d'argent. Puis de l'extérieur, les gens, ça, ils s'en rendent pas compte. Là. Ce projet-là était très rentable, lui, non. Nous, c'est un melting pot de tous ces projets-là, finalement, qui font le succès de l'entreprise. Wow! Puis les projets qui n'étaient pas payants, est-ce qu'il y a été des projets là-dedans que vous avez gagné des prix? Oui. En plus? Ouais. Fait que, prix pour l'architecture, mais qui a coûté une fortune à construire, finalement. Puis qui n'a même pas été profitable. Non, exactement. Wow! Exact. Puis ça, j'en connais plusieurs amis, collègues qui sont promoteurs. En fait, ils étaient promoteurs. Il y a beaucoup de gens qui se sont découragés un peu de ce domaine-là. Surtout sur l'île de Montréal, je veux dire. Parce que l'île de Montréal, c'est très compliqué avec l'obtention des permis et tout ça. Oui. Fait que ceux qui ont continué à le faire, de mes amis proches, c'est des gens qui le font, mais à l'extérieur de l'île de Montréal, parce que c'est juste plus facile. Et les villes sont beaucoup plus accueillantes. C'est vrai. Pour le développement immobilier, qu'à Montréal, c'est quand même assez compliqué. C'est assez rough. Puis c'est tellement drôle que tu dis ça, parce que juste dans la dernière année, j'ai tellement rencontré de personnes, puis je pourrais même pas te compter le nombre de personnes, mais j'ai tellement rencontré de gens que, je leur pose des questions sur hey, c'est quoi ton background, qu'est-ce que tu faisais? Ah, ben j'étais en construction. Puis, fait que t'es contracteur. Oh non, j'ai suspendu ma licence. C'est fou, là. Ouais. Mais, wow, quand même un très beau parcours. Puis, rapidement, pour les gens qui voudraient se lancer là-dedans, admettons, dans la construction neuve de condos, puis de promotion, ce serait quoi 3 conseils que tu aurais pour eux autres? Je pense que ton équipe initiale est très importante. Là. Comme je disais tantôt, il faut être bon dans plusieurs aspects. Donc, exemple, moi, je m'occupais de tout l'avant-projet. Donc, tu sais, trouver les terrains, trouver l'argent pour les acheter, faire la transaction, faire le marketing pour vendre les condos. Wow! Donc, je m'occupais de tout cet aspect-là. Puis mon ancien partenaire s'occupait de tout le volet construction.
OK. Donc, une fois qu'on a acheté, ben, c'est quoi qu'on construit, c'est qui le sous-traitant, toute la comptabilité, les paiements, tout ça. Donc, bâtir l'équipe autour d'une équipe quand même diversifiée. OK. Puis d'avoir des partenaires clés. Quand je dis partenaire clé, c'est, il y a 2-3 personnes qui sont super importantes là-dedans. Un, c'est l'entrepreneur général. Tout à fait. Parce que lui, il est vraiment tributaire du coût de ton projet, puis des délais de livraison, tout ça. Et les autres, c'est l'équipe de vente. Donc, les courtiers immobiliers que tu engages pour vendre ton projet sur plan. Ces 2 joueurs-là peuvent vraiment changer le succès ou le non-succès du projet. Puis je pense que c'est bon au début aussi de ne pas essayer de tout faire soi-même. OK. Donc, tu sais, il y a des gens qui disent « ben, je vais construire moi-même, je vais vendre moi-même, je vais m'occuper des plans avec ma belle-sœur qui est architecte. » Tu sais, je pense qu'il faut trouver des gens qui sont meilleurs que toi dans ces aspects-là. Tout à fait. Et d'accepter de sous-traiter ça, tu sais. Parce qu'au début, tu vas être lean, tu vas être une petite équipe, mais donner des contrats à des gens qui sont meilleurs que toi, finalement. Là. Tout à fait, tout à fait. Puis, est-ce que tu t'occupais de la vente en tant que courtier immobilier aussi? Ouais, fait que c'est toi qui... Seul ou avec une équipe? Ou tu au trouvais début, des seul. personnes pour t'aider? Au début, seul, puis après ça, mon associé David s'est joint à nous. Après ça, on avait une conseillère aux ventes. OK. Après ça, une équipe de marketing qui nous aidait. Fait qu'à la fin, il y avait beaucoup de monde qui m'aidait, mais au début, je faisais pas mal tout seul. Là. OK. Nice. Fait que fast forward à aujourd'hui, ben pas aujourd'hui, mais plutôt à, justement, le fonds. Fait que, comme tu nous as dit, c'est justement là, quand tu as regardé justement le rendement que toi tu faisais en construction versus tes partenaires, vous avez décidé de vous mettre ensemble. Ouais. Puis, quand vous avez commencé, justement, c'était quoi le premier projet? Parce que c'est bien beau de, OK, on va se mettre ensemble, mais après ça, c'est, OK, let's go, l'exécution. Ouais. C'était quoi le premier projet? Puis comment, est-ce que ça s'est super bien passé, comme sur des roulettes, ou il y a eu des obstacles? Question. Non, le premier projet, en fait, c'était un projet neuf. OK. Donc, que moi, j'avais développé, construit avec mon ancienne entreprise. OK. Puis, dès qu'on a acheté ce terrain-là, on s'est dit, on veut faire du locatif. Puis, c'est l'IFA, donc le fonds d'investissement qui va acheter ce projet-là quand il va être fini. Fait que ce premier projet-là, il fallait trouver, grosso modo, 1 million. Fait qu'on a trouvé, mettons, 10 personnes qui ont mis 100 000. Puis le prix d'achat était combien? Le prix d'achat, c'était 5,6 millions, je pense, pour acheter cet immeuble-là. C'était un 20 logements sur le plateau Mont-Royal à Montréal. Fait que ça, c'est un projet qui a été livré en 2018, puis ça a été vraiment un coup de circuit. Nice! Celui-là. C'était un projet neuf, une belle architecture, on a surpassé les cibles de location. On a loué le commercial à multiprès. En plus. L'agencier hypothécaire. Fait que tout a bien été, les budgets ont été même en bas. En fait, le coût final a été en bas, la valeur en haut, les loyers en haut. OK. Fait que ça a été un bon premier projet pour partir, puis séduire un peu d'autres investisseurs en disant, ben voici le premier succès qu'on a eu. Là, on va en faire d'autres. T'sais. Nice. Puis dans le premier, comme tu as dit, pour la levée de capitaux, vous avez trouvé 10 personnes. Votre équipe, vous étiez combien à cette époque-là? On était 4. Juste 4. Fait que 4 partenaires qui sont mis ensemble dans la même mission, même vision. Puis après ça, trouver les fonds. Après ça, trouver le site, trouver l'investissement, puis boum, vous avez exécuté. Exact. Super. Puis l'IFA, peux-tu nous expliquer pourquoi l'IFA? C'est quoi le nom de l'IFA, de où ça vient? Puis... Ouais, ben l'IFA, ça veut dire coexister en islandais. Nice. Alors, c'est juste un mot qui n'est pas dans notre vocabulaire français. Non, tout à fait. On voulait être original, puis c'est ça. C'est quoi la mission de l'IFA? On veut rendre l'investissement immobilier accessible à monsieur, madame, tout le monde qui ne veulent pas nécessairement eux-mêmes cautionner, gérer, réparer des toilettes qui coulent. Ouais. Donc, on voulait rendre l'investissement immobilier accessible. OK. Puis, on veut aussi faire les choses différemment parce que l'immobilier locatif, il y a beaucoup de propriétaires là, qui offrent un service atroce à leurs locataires. Tout à fait, là. Ils font pas de travaux, ils vont pas répondre. Donc, il y a beaucoup de points d'amélioration potentiels dans ce qu'on fait. Puis nous, on veut se démarquer justement sur le service locataire, sur l'intégrité qu'on fait, sur les rénovations écologiques qu'on fait. Donc, le but, c'est aussi de se démarquer de la compétition, finalement. Nice, nice. Puis, vous avez commencé en quelle date exactement? Ben, le premier projet a été acheté en 2018. 2018, on est 2024. À aujourd'hui, le portefeuille est rendu à combien? On a à peu près 250 logements dans ce fonds-là. On a à travers, je vais dire, 15 immeubles. Nice. À peu près. Qu'on en achète entre 1 et 3 par année. Nice. En moyenne. Puis, en termes de valeur, ça vaut combien environ? Sous gestion? On a... dans le fonds l'IFA, on a à peu près 57 millions d'actifs. Nice. C'est 250 logements. Puis, on en gère à peu près 400-450 parce qu'on en avait aussi... avant de créer l'IFA. OK. Quand je disais qu'on en achetait avec des amis et ainsi de suite, oui. Plusieurs de ces immeubles-là, on les a encore.
OK. Fait qu'on en gère à peu près 450. Les avais-tu mis sous l'IFA ou ça, c'est à part? Non, parce qu'on aurait eu un conflit d'intérêt, parce que nous, comme vendeurs, on voudrait vendre super cher, puis le fonds d'investissement, lui, pour faire un rendement, il veut payer pas cher. Ah, Fait qu'on ouais. n'aurait jamais pu s'entendre, tu sais. Fait qu'on comprends. a dit, on n'a pas d'avantage, puis l'IFA n'a pas d'avantage à nous les acheter trop cher, tu sais. Tout à fait, tout à Donc, fait. on les a gardés séparément, finalement. Puis, justement, à votre niveau, c'est quel type, justement, d'immeuble que vous regardez? Dans quel range de prix? Puis, Ouais. justement, comme tu viens de dire, là, vous voulez payer pas cher, mais comment que vous arrivez à atteindre votre cible? Ben, au début, on regardait pour des 6 à 15 logements. OK. Donc, on en a acheté beaucoup en 2020, 2021, des très petits immeubles, là, tu sais, des 6, OK. des 8, des 9, des 11, des 12, pour se rendre compte que c'était beaucoup de travail, tu sais. OK. Parce que acheter un 12 ou acheter un 50, c'est le même effort. Hmm. Mettre le financement en place, c'est la même chose, tout ça. Fait que là, on regarde plus des 12 à 100 logements. OK. Puis le sweet spot pour nous, je dirais, c'est des 25 à 50 logements. Parce que c'est des immeubles peut-être un peu trop gros pour l'investisseur, on va dire, retail, qui veut mettre, tu sais, 2-3 millions dans un immeuble, c'est beaucoup de capital pour monsieur et Quand tout le monde, même. on Tout s'entend. à fait, tout à fait. Puis c'est des immeubles trop petits pour l'investisseur plus institutionnel qui ont d'autres sources de financement. OK. Fait que les très gros joueurs vont pas acheter des 25 à 50. Fait que nous, c'est comme le sweet spot qu'on a pour acheter finalement. Nice. Puis, c'est où est-ce que vous regardez, dans quel secteur? On regarde, au début, on regardait vraiment plus RMR de Montréal. Là, on a élargi à la province de Québec. OK. Mais on a 95% de nos immeubles sur l'île de Montréal. Là, on a des offres acceptées à Granby. On regarde beaucoup sur la rive nord, rive sud, Laval. Mais Nice. naturellement, les courtiers avec qui on travaille nous amènent des deals souvent sur l'île de Montréal. OK. Donc, naturellement, on est porté à plus acheter ceux-là. Puis c'est un marché qu'on connaît peut-être plus. OK. Mais on veut diversifier davantage pour aller chercher d'autres types de clientèle aussi sur les rives. OK, parfait. Puis pourquoi diversifier vu que vous avez une recette qui fonctionne à Montréal? Pourquoi pas juste rester dans la niche? Pourquoi pas rester niche au lieu de... Ouais, c'est une bonne question. C'est sûr que pour nous, c'est plus sécurisant de faire des projets à Montréal, parce qu'on connaît les cibles locatives, on connaît nos locataires, on connaît Exact. les coûts des rénaux, toutes nos équipes peuvent nous suivre. Ceci dit, mettons, pendant la pandémie, c'est un bon exemple, mais les marchés sur les rives ont performé super bien, tu sais. Tout à fait. Les gens voulaient quitter l'île de Montréal pour aller plus en banlieue. Fait qu'on aurait peut-être pu bénéficier de ça plus Je si on comprends. avait été diversifié. Puis, tu sais, sur les projets de développement, le REM, les grosses industries sur les rives, ça amène quand même des emplois intéressants aussi. Fait que C'est clair. c'est juste le but de dire qu'on diversifie un peu plus, puis que si jamais notre clientèle type qu'on a à Montréal change, ben qu'on est un peu edgé Je par comprends. rapport à ça, tu sais. Nice. Puis c'est quoi votre vision d'ici 10 ans, mettons? Comment tu vois votre portefeuille grossir ou c'est quoi l'objectif? Y a-t-il un objectif ultime? Oui, mais au début, en fait, comme investisseur, on se disait il y a 7 ans, tu sais, tous les immeubles qu'on va acheter, on va les garder. OK. Une fois qu'ils vont être rénovés, on va les garder, puis on va mourir avec. Puis finalement, depuis à peu près 1 an ou 2, on se dit, ben nous, ce qu'on veut, c'est générer du rendement pour nos investisseurs. OK. Fait qu'on n'a pas d'objectif de taille d'actifs à atteindre. Souvent, les gens ils vont dire, ah, moi, je veux 1000 portes, moi, je veux 2000 Ouais, portes. ouais. Moi, j'aime bien mieux en avoir 200 que d'en avoir 1000. Ça va être bien plus facile, tu sais, à 100%. gérer. Fait que moi, ce que je veux, c'est que le portefeuille roule un peu plus qu'on pensait. OK. Parce qu'on se rend compte, comme un groupe comme le nôtre, on est très proactif en rénovation. Donc, le gros du rendement, on le fait du moment où on l'achète jusqu'à temps qu'on ait rénové, on va dire 50, 60, 70% des unités sur 5 ans. OK. Mais une fois qu'on a atteint ce plan de match-là, puis qu'on recalcule notre rendement pour les prochains 5 ans, bon, on se rend compte que ce rendement-là, on va dire plus passif, OK. il est un peu bas pour nous. OK, je comprends. Donc, finalement, on veut pas être un accumulateur d'immeubles à travers les générations, possiblement. On va essayer de revendre 1-2 actifs par année qu'on OK. pense qu'ils ont vraiment surperformé pour récupérer le capital puis racheter d'autres projets avec un rendement super élevé, finalement. Nice. C'est super, super, très bien expliqué en passant. Puis du point de vue de l'investisseur, le type de partenaire financier que vous recherchez, il y en a combien dans le On présentement? est une 50aine d'investisseurs Est-ce que pour l'instant. vous avez besoin de grossir ou vous maintenez tout le temps le même... On aimerait ça croître encore. On a la capacité de gérer, je dirais, au moins peut-être... tu sais, là, on était à 57 millions d'actifs. On pourrait en gérer au moins 150-200. OK. Puis ce serait une taille intéressante peut-être à garder. OK. Donc, c'est pas dire qu'on va toujours vouloir croître, mais quand on va avoir atteint cette valeur-là de portefeuille immobilier, peut-être qu'on va trouver ça bien suffisant pour dire, ben là, on fait plus rentrer de nouveaux investisseurs. Je comprends. On fait juste gérer qu'est-ce qu'on a, on va vendre des actifs qui ont surperformé, on va en racheter d'autres. Donc, le portefeuille va quand même rouler,
mais on n'aurait peut-être pas besoin de lever des nouveaux capitaux Je comprends. quand on aura atteint cette taille-là, finalement. Super. Puis du point de vue de l'investisseur, parce qu'il y a beaucoup de monde, tu sais comme moi, il y a beaucoup de monde, tu l'as mentionné tantôt, là, plus par rapport aux propriétaires qui négligent un peu, mais du côté des investisseurs qui veulent rentrer dans la game ou qui veulent devenir investisseurs, c'est sûr qu'il y a beaucoup de monde qui veulent diversifier leurs revenus, justement avoir un placement, avoir préparer leur retraite puis tout ça. C'est quoi l'avantage de, au lieu que j'irais m'acheter mon immeuble seul, puis oui, je dois devoir changer des bols de toilette, des choses comme ça, mais d'aller dans un fonds comme le tien? Ouais. Écoute, il y a plusieurs éléments. C'est sûr que ceux qui le font eux-mêmes, c'est énormément de travail. C'est sûr. Donc, il faut calculer ces heures ultimement parce que c'est des heures que tu ne mettras pas dans ton travail, toi, mettons, comme courtier. C'est sûrement beaucoup plus payant pour toi de faire des ventes comme courtier 100%. que d'aller collecter des chèques puis changer une toilette. Exact. Fait que juste sur le temps, c'est intéressant. Puis nous, c'est notre métier de faire ça. Fait qu'en toute humilité, c'est sûr qu'on est beaucoup plus performant dans chacune des sphères de ça parce que ça, c'est notre job au quotidien, tu sais. OK. Donc, c'est sûr qu'au final, on va faire des rendements beaucoup plus élevés que si toi, tu essaies de faire ça par toi-même. Malgré que, oui, quand on est dans un fonds, il y a certains frais qu'on doit payer. OK. Mais ultimement, même le rendement net qu'on fait aux investisseurs, les investisseurs, quand ils regardent ça, c'est beaucoup plus payant que ceux qui le font eux-mêmes. Puis, OK. sur les 50 investisseurs que je sais qu'on a environ, il y en a, je dirais, au moins 25-30% qui détiennent aussi beaucoup d'immobilier. OK. Mais ces gens-là, ils ont atteint peut-être un plafond de dire, ben là, j'ai déjà, on va dire, 25 portes, j'ai plus le temps de m'en occuper, j'ai cette option-là d'investir passivement, je vais faire plus de rendement, ça va diversifier mes trucs. 100%. Fait que ça, c'est un autre avantage. Puis peut-être un troisième qui me vient en tête, c'est qu'en ce moment, à Montréal, ben même RMR de Montréal ou au Québec, tu sais, acheter un 6 logements, on va dire, ça va coûter 1,2 à 2 millions. Facile. Fait qu'il faut mettre 300, 400, 500 000 juste pour acheter 6 logements. Là. En plus. Fait que c'est sûr que si quelqu'un a 500 000, tu veux peut-être pas prendre tout ce cash-là puis le mettre dans un immeuble de 6 logements. En plus. Parce que si ça va mal, si t'as une mauvaise surprise, t'es vraiment même, fait, tu sais. Puis qui est peut-être même pas cash flow en plus. Là. Exact. Fait que nous, la personne qui prend ce cash-là puis qui dit, ben, je vais en mettre 250 000 dans l'IFA, ben, son 250 000, il est déjà réparti à travers tous les immeubles. OK. Fait que tu as une diversification beaucoup plus grande quand tu investis dans un fonds que quand tu prends tous tes œufs et tu les mets dans le même panier, finalement. Je comprends. C'est quand même un avantage considérable pour l'investisseur Tout à fait. de diversifier. Là. Puis, pour les investisseurs, c'est quoi le type de rendement? Je sais pas si tu es correct, si tu es avec l'AMF et tout ça, tu as on le peut droit parler de de parler. rendement. Ouais. Mais c'est quoi le genre de rendement que tu es capable de, pas garantir, mais de donner, d'offrir à tes investisseurs? Ouais, ben, au début, quand on a parti les fonds, on avait une cible, donc un objectif de faire 10% de rendement net par année pendant 5 ans. OK. Puis là, ça fait 7 ans qu'on est en opération, puis notre rendement net, c'est 13%. OK. Fait qu'on est 30% plus performant qu'on se pensait au début. Puis une des raisons principales pour ça, c'est que nos cibles sont très conservatrices. Quand on veut rénover, quand on achète un immeuble et qu'on veut rénover, on se fait un plan sur 5 ans. Puis finalement, il y a beaucoup plus de locataires qui quittent naturellement que ce qu'on aurait pensé. OK. Fait qu'on a juste fait plus de réno, donc on a créé plus de valeur sur 7 ans. Je comprends. Fait que notre rendement, finalement, c'est 13. Puis c'est variable, évidemment, d'une année à l'autre. Là. OK. Puis, pour l'investisseur qui veut investir, qui nous écoute, lui, admettons, c'est-tu mensuel ou c'est annuel qui a un retour? C'est un rendement qu'on calcule annuellement parce qu'on fait réévaluer tout le portefeuille immobilier, tous les immeubles, les états financiers, tout ça pour calculer le rendement. OK. Puis tout ce qu'on génère comme liquidité, donc si on vend un immeuble, si on refinance, si on a beaucoup de cash flow qui vient des immeubles, tout ce qu'on a comme argent, on le réinvestit tout le temps pendant 5 ans. OK. Fait que le capital de tout le monde est réinvesti pendant 5 ans. Puis nous, comme la durée moyenne d'un projet, je veux dire, va durer entre 2 et 3 ans, bien, le capital va rouler au moins 2 fois en 5 ans. Fait que le capital a fait effet boule de neige de rendement composé. Fait qu'en 5 ans, on est capable d'avoir la presque certitude, finalement, d'au moins faire 10% pour l'investisseur. Je comprends. Fait que nous, on n'est pas un fonds qui va faire des distributions. OK. Donc, tu as certains fonds, exemple, qui vont acheter beaucoup d'immeubles neufs. OK. Fait que les immeubles neufs, ils vont faire beaucoup moins de rendement parce que c'est déjà loué très, très cher. Donc, tu ne peux pas tant augmenter les loyers. Ceci dit, c'est des immeubles qui ont des très bonnes conditions de financement et qui vont générer un bon cash flow. C'est vrai. Fait que des fonds qui achètent des immeubles neufs, à très long terme, le rendement va être moindre, mais tu vas pouvoir avoir un dividende peut-être à chaque année de 3, 4, 5%, exemple. OK. Fait que c'est deux produits très différents,
Mais nous, le core des rendements qu'on fait, c'est la création de valeur des immeubles. OK. Et c'est pas le cash flow vraiment qui vient des immeubles. Super. Mais comme tu viens de dire, si tu peux nous apporter une précision, tu viens de dire, vous remettez pas d'argent à la fin de l'année. Vous, c'est comment vous faites ça? Exact. Ben, en fait, dès que ça fait 5 ans que l'investisseur est avec nous, OK. il peut nous dire 1 an d'avance. Donc, dès que ça fait 4 ans, il nous dit, ben moi, dans 1 an, je veux tout mon capital, tout le rendement. OK. Ou je veux juste le rendement que j'ai accumulé pendant 5 ans. OK. Donc, c'est un terme fixe de 5 ans, finalement. OK, c'est un terme fixe de 5 ans, puis à toutes les années, justement, il y a des bilans, je pense qu'il y a des réunions pour les investisseurs où est-ce que je vois la croissance, la performance de mon rendement. Exactement. Mais j'ai pas d'argent qui rentre à tous les mois ou annuellement. C'est réinvesti pendant 5 ans. La seule chose, mais quand je veux me retirer, c'est là que je récupère. Exactement. Toute la 100% de ton capital initial, plus tout le rendement annuel, année après année, qu'on est allé chercher. Super. C'est vraiment intéressant quand même. Est-ce que vous pensez peut-être rajouter d'autres modèles? Parce que je sais qu'il y a d'autres modèles qui existent. Justement, tu viens de nous partager le 9. Puis j'en connais d'autres qui font un petit peu la même chose que toi, sauf qu'eux autres, ils sont plus sur la création de valeur, oui, mais sur un retour sur l'investissement initial. Qu'est-ce que tu penses de ça? Dans le fond, eux autres, leur plan, ils achètent, ils créent de la valeur, mais après ça, ils sont en mesure de refinancer. Dans le refinancement, il y a un certain pourcentage qui revient à l'investisseur initial, mais dans un court laps de temps, là, dans un moyen court terme. Ben nous, on est un fonds quand même avec une vision long terme. Puis on est un fonds, on veut vraiment être le plus intègre possible dans ce qu'on fait, tu sais. Je comprends. Donc, ça, pourquoi je le dis, c'est que quand tu as un plan de match court terme, de dire j'achète un immeuble, je vais mettre 500 000, mais il faut que je récupère le 500 000 dans 1 an ou 2, bien souvent, ces gens-là sont poussés à mettre de la pression au locataire pour qu'ils quittent. Tout à fait. Donc, à faire des rénovictions. Donc, ils vont utiliser des faux prétextes, ils vont mentir, ils vont les harceler, ils vont faire exprès pour que l'immeuble devienne un taudis puis que les gens quittent. Nous, c'est absolument pas ça qu'on veut faire. Donc, le rendement, on le fait quand les gens partent naturellement. Je comprends. Donc, comme on a un terme de 5 ans, on a en masse de temps que les gens roulent naturellement. Puis je dis pas que tout le monde qui a un plan court terme font ça nécessairement, non, c'est des clair. rénovations. Mais nous, c'est vraiment pas une avenue qu'on veut aller, comme on a une perspective long terme. Donc, c'est juste un fonds qui est différent, finalement. Super. Puis comment tu vois l'immobilier, justement, avec tout ce qui se passe, là, le manque de logement, puis tout ça, parce que vous apportez quand même une solution là, sur le marché, justement, parce que vous achetez des immeubles, vous faites justement la création de valeur, vous faites l'optimisation, vous apportez, tu sais, comment je pourrais dire, vous modernisez des immeubles qui sont quand même usagés. Tout à fait. Fait que, tu sais, pour les locataires, pour le problème des logements, c'est le fun, mais comment toi, tu vois ça d'ici, admettons, les 10 prochaines années? Ben, plusieurs éléments. Puis là, depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est comme très d'actualité, ce que je veux dire, mais il y a plusieurs facteurs qui influencent vraiment le marché en ce moment. Le plus simple à comprendre, c'est le manque de logement. C'est l'offre et la demande. Exact. Donc, en ce moment, au Québec seulement, il manque à peu près 600 000 logements. Puis la SCHL mentionne qu'en 2030, donc dans pas si longtemps, il va manquer 860 000 logements. Wow! Donc ça, c'est énormément de logements qui manquent et qui va manquer encore plus. Quand tu combines à ça le sol migratoire au Québec, ça, c'est le nombre de nouveaux arrivants qui arrivent année après année au Québec. Annuellement, en moyenne, là, c'est peut-être 60 000 personnes qui arrivent au Québec. L'année passée, c'était plus de 200 000. Wow! Et ça va continuer à augmenter. Donc, il manque déjà beaucoup de logements. On accueille plus de monde. Donc, ce gap-là, malheureusement, pour les locataires, va juste s'accroître à travers les années. Là. Puis la seule façon de contrebalancer ça, c'est de construire plus. Mais malheureusement, avec les taux d'intérêt qui sont super élevés depuis 1 an, 2 ans, ben, il y a plusieurs projets neufs qui sont arrêtés en ce moment. Parce que c'est plus rentable nécessairement de construire des nouveaux logements. Fait que ce gap-là va pas être rattrapé par la construction. Wow. Parce que les mises en chantier sont en grande baisse depuis l'année passée. Cette année, ça va peut-être reprendre un petit peu. Mais finalement, avant qu'on soit un retour à l'équilibre, donc que ce 860 000 logements-là soit résolu, ça va prendre plusieurs années et des programmes gouvernementaux, fédéraux, provinciaux, municipaux. Fait qu'on n'est vraiment pas prêt à court terme de solutionner ça. Fait que le marché, pour un fonds comme nous, c'est excessivement favorable parce que quand il y a une pénurie de logements, évidemment, les loyers montent. Tout à fait. Le taux de vacances, c'est 1%. Fait que tous les logements sont toujours loués. Fait que pour nous, c'est vraiment un forecast. Mettons 10 ans, il pourrait pas être comme plus favorable que ça en ce moment-là. Tout à fait, tout à fait. Par rapport au neuf, tu viens de nous expliquer le neuf, mais est-ce que c'est quand même une niche que vous aimeriez explorer quand même? Parce que vu que vous avez quand même une belle vitesse de croissance, puis un bon momentum,
d'aller explorer cette niche-là? Est-ce que... Ouais, ben c'est le fun que tu en parles. Notre vision initiale, quand on a fondé l'IFA, moi j'avais beaucoup d'expérience en neuf. C'est ça. Puis mes associés en usager. Fait qu'on se disait, on va avoir un portefeuille qui va être pondéré, je sais pas, 50-50, mettons. Puis depuis qu'on a fait le premier projet, 100% des projets neufs potentiels qu'on a analysés, on se rendait compte qu'on faisait le même rendement que les immeubles usagés. Pas vrai? Mais encore avec bien trop de risques, tu sais. Okay. Le risque de construction, le risque de taux d'intérêt, le risque de refinancement quand le projet est fini dans 2-3 ans. Ouais, puis si jamais le gouvernement, la Banque du Canada augmente les taux puis tout ça, des choses que tu n'as pas le contrôle. Fait que tu sais, à chaque fois, on s'est dit, ben pourquoi on ferait 1-2% de plus de rendement pour faire toute cette job-là? Je comprends. Alors que quand on achète un immeuble usagé, le rendement qu'on pense faire, on le dépasse tout le temps, tu sais. Il est comme très, très, très safe. Donc, pour répondre à ta question, on aurait aimé ça en faire plus. Mais à chaque fois qu'on a eu des offres acceptées, on s'est retiré finalement. Je comprends. En cours de vérification diligente parce qu'on se disait, ben, on prendra pas ce risque-là inutilement, tu sais. OK. Puis je me suis rendu compte aussi, pendant la pandémie, les propriétaires de terrain, c'était souvent, mettons, des promoteurs / constructeurs qui avaient acheté un terrain, ils ont fait des plans, des permis. Puis là, ces vendeurs-là voulaient vendre leur terrain à profit, ce qui est 100%. Correct, à la limite, mais ils voulaient qu'on signe un contrat de construction avec eux, obligatoirement. Ah, OK, ouais. À cost plus 15. Fait qu'aucune garantie de prix. Puis finalement, quand on calculait, ben nous, qu'est-ce que ça va nous coûter de financer le terrain, aller chercher le pré-construction, engager ce gars-là qu'on connaît pas pour construire. On se disait, ben l'immeuble, il va nous avoir coûté, mettons, 12 millions. Puis qu'est-ce qu'il va valoir une fois qu'il va être refinancé, loué? Il va valoir 12 millions. Bon. Fait que pourquoi on va tous se claquer ce travail-là? On est aussi bien d'attendre que l'immeuble soit fini, que quelqu'un d'autre le construise, puis l'acheter à la fin, tu sais. Tout à fait. Fait que, tu sais, pour acheter des projets neufs, il faut que tu aies un gain quelconque. C'est sûr. Une rémunération, un profit pour dire que tu prends plus de risques, que tu travailles plus. Fait qu'à date, cette équation-là, j'ai trouvé qu'elle fonctionnait plus vraiment, tu sais. OK. Dans le marché, puis on connaît tellement bien l'usager que c'est dur pour nous de dire qu'on va faire du neuf. Je comprends. Ceci dit, on a quand même une vision long terme, puis on aimerait que, exemple, dans 10 ans, on ait au moins 15 à 20% des unités qu'on détient qui soient récentes. Quand je dis récentes, c'est, mettons, 10 ans et moins. Donc, des projets relativement neufs. Je comprends. Puis, si on retourne en arrière, petite question pour toi. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui veulent... C'est sûr, avec le prix de l'immobilier, c'est de moins en moins évident, surtout avec les taux d'intérêt puis les immeubles qui ne sont pas cash flow, c'est de moins en moins évident d'acheter un immeuble solo. Ouais. Fait qu'on voit de plus en plus des personnes qui vont se mettre ensemble, comme qu'est-ce que vous avez fait dans vos débuts avec l'IFA. Tu dirais, t'aurais-tu des conseils pour les gens qui veulent se mettre ensemble en partenariat pour acheter de l'immobilier locatif? Ouais, on a plusieurs, on a une filiale de courtage immobilier, comme tu sais, puis on a plusieurs clients qui voulaient faire ça. Il y en a que ça fait 3 ans qui veulent faire ça, ils n'ont jamais acheté encore, tu sais. Moi aussi, j'en ai eu. J'ai fait des présentations pour des groupes comme ça, puis exactement, jusqu'à aujourd'hui. J'ai plus qu'un groupe en tête, là, tu sais. Fait que je pense que c'est clairement une bonne idée de se pouler. C'est juste qu'à un moment donné, il faut se passer à l'action. OK. Fait que, tu sais, on en a vu, là, on vient de vendre un 6 logements, justement, dans l'IFA, puis ceux qui ont acheté, c'était 7 personnes. OK. C'était le courtier plus 6 amis qui ont acheté. Fait que je pense que c'est bon aussi de diversifier les compétences des gens dans le groupe. Tout à fait. Donc, quelqu'un s'occupe de la gestion, l'autre de la location, l'autre des finances, l'autre, tu sais, comme, il faut qu'il y ait une certaine diversité. Puis, ultimement, je pense qu'il faut qu'il y ait 1 ou 2 décideurs. Parce que si à chaque micro-décision, il faut que tu consultes tes 6 Tout amis. le monde, je comprends. Ben là, tu vas jamais faire d'offre, tu vas jamais avancer, tu sais. Tout à fait. Puis là, mettons, ces groupes-là que j'ai en tête qui n'ont rien acheté depuis 3 ans, s'ils avaient payé 100 000 de plus il y a 3 ans, ils auraient fait tellement d'argent cette année, c'est fou, hein? après 3 ans, c'est fou. Que des fois, tu gosses sur négocier de 25 000 parce que c'est ton premier deal, tu vas être sûr de le payer pas cher. Mais des fois, tu es mieux de rentrer dans le marché, payer ce qu'il faut, puis tu vas générer ton rendement avec les années, tu sais. C'est tellement qu'à un moment donné, dit. c'est juste peut-être de passer à l'action, là. Exactement. Puis l'aspect légal, admettons qu'on est des plus petits groupes versus vous, pas vous, là, mais je veux dire, l'aspect légal pour les gens qui veulent se mettre ensemble, ce serait quoi tu aurais comme conseil? Ça peut être assez simple. C'est des conventions entre actionnaires ou des conventions d'indivision. Fait que mettons que c'est 3 personnes qui veulent acheter à leur nom personnel puis détenir un tiers l'immeuble. C'est une convention d'indivision qui va dire qu'est-ce qui se passe s'il y en a un des 3 qui veut vendre. Qu'est-ce qui se passe s'il y en a 3 qui décèdent. À quel prix on va vendre s'il y en a un qui veut vendre. C'est quoi le plan de match en termes de réno, de financement. Fait que c'est des conventions que les notaires et avocats sont assez habitués de faire. Puis le but, c'est de réduire les frais au maximum. Donc, tu n'as pas besoin de se lancer dans les grandes conventions très compliquées, surtout si c'est des gens de confiance.
C'est des conventions qui vont tenir peut-être sur quand même, je dirais, une dizaine de pages. OK. Mais pour les avocats, c'est assez straightforward à faire, donc ça devrait pas coûter une fortune à mettre en place. Puis, est-ce que tu conseillerais que ces gens-là, ils se mettent tout de suite en incorporation ou, comme tu viens de dire? Au début, c'est souvent pas recommandé parce que quand c'est une compagnie qui achète, on tombe dans le volet commercial. Fait que même si nous, c'est des immeubles, on s'entend résidentiels, mais souvent, dès que les gens ils ont 8 portes, 10 portes, 12 portes, selon certaines banques, ou que c'est une compagnie qui achète, on paye plus de frais de dossier. Tout à fait. On paye un intérêt qui est plus élevé. Exact. Au début, d'acheter à son nom personnel, c'est avantageux. OK. Fait qu'au début, c'est clairement, je pense, la voie qui est la moins coûteuse là, pour tout le monde de le faire au personnel. 100%. Puis, pour partir un fonds, ce serait quoi les conseils que tu pourrais donner à quelqu'un qui voudrait prendre cette direction-là? Là? Parce que c'est quand même... je trouve que, justement, admettons, beaucoup de personnes, on a été... dans la mentalité de « je veux faire mes affaires par moi-même, je veux grossir par moi-même, je veux 1000 portes par moi-même ». Mais la réalité, c'est comme l'IFA ou les gros projets qu'on voit, la réalité, c'est toujours des partnerships qui sont derrière ça. C'est des groupes de personnes qui sont mis ensemble. Il y a eu de la levée de capitaux, il y a eu une équipe en place, une structure, un modèle d'affaires qui a fait qu'ils ont pu partir ce projet-là. Ce serait quoi tes conseils, admettons, tu pourrais donner, admettons, à quelqu'un qui voudrait se partir un fonds? Mais je pense qu'il faut être clair sur son objectif initial, à savoir, est-ce que tu veux vraiment que ça devienne une vraie business, une vraie entreprise avec des employés, avec des responsabilités, avec de l'imputabilité. Fait que, tu sais, nous, on gère le capital des gens de notre réseau. Okay. Fait qu'on est très responsable et imputable. Tu sais, on a un rôle de fiduciaire pour leur argent. Fait que c'est sûr que on est très, très, très diligent dans tout ce qu'on fait. Puis moi, je trouve ça bon qu'on fasse ça parce que ça nous oblige justement à être top of mind tout le temps. Exact. Sauf que si ton objectif, c'est plus de détenir de l'immobilier, d'avoir un portefeuille, mais de ne pas te casser la tête, un fonds, c'est compliqué. Pour l'AMF, pour le légal, pour le fiscal, pour le reporting aux investisseurs. OK. Fait qu'il faut quand même que tu veuilles te lancer dans un projet, on va dire, sérieux, avec un horizon de temps quand même long. Si ton objectif, c'est plus de détenir 100 portes, aussi bien de trouver 2-3 personnes qui ont beaucoup d'argent, puis faire un deal avec eux. Leur dire, écoutez, vous avez l'argent, moi j'ai le temps, je vais trouver les immeubles, je vais les rénover, je vais les gérer, je ne mettrai pas d'argent, vous allez mettre 100% de l'argent, mais vous allez avoir, je sais pas moi, 80% des rendements, puis vous allez me donner 20%. Je comprends. Fait que ça, c'est bien plus facile à mettre en œuvre que de créer un vrai fonds d'investissement. Fait que si dans le réseau de la personne, elle peut trouver 1, 2, 3 personnes qui ont de l'argent à mettre, c'est peut-être beaucoup plus simple de faire un deal avec 3-4 personnes que de créer un vrai fonds quand même plus ouvert à large. Puis comme tu viens de le dire aussi, c'est un marathon et non un sprint. Exact. Fait que c'est pas du court terme. Non, exact. Puis nous, surtout aux employés, on vise une constance plutôt que des coups de circuit. Fait qu'on ne prendra pas un risque inutile cette année pour peut-être faire un coup de circuit, mais risquer tout ce qu'on a. T'sais. Je comprends. Nous, on va être là dans 10 ans. Donc, on veut toujours faire du rendement. Puis si le risque est jugé trop gros, c'est des projets qu'on fait pas, tout simplement. Je comprends. Puis les avantages, l'autre côté de la médaille, les avantages pour quelqu'un qui part un fonds, justement, sur 20 ans, le exit, ça peut avoir l'air de quoi? Il y a plusieurs exits possibles. C'est soit que tu vends 100% de ton portefeuille à un beaucoup plus gros fonds que toi. OK. Donc, une fiducie de placement immobilière, ou ce qu'on appelle en anglais un REIT. Donc, ces joueurs-là veulent acheter souvent des 200, des 1000 logements, des 2000 logements. Okay. Donc, c'est soit que tu vends tout à la fin et tu te ramasses avec un chèque, ou tu trouves un investisseur ou un partenaire qui va racheter 100% de tes investisseurs. OK. Fait que là, tu n'hérites pas de cash, tu hérites d'immeubles. OK. Fait que c'est à toi de décider, tu veux-tu de l'argent ou des immeubles plus tard. Fait que ce serait un peu ça les deux exits que j'ai en tête pour la majorité des fonds. Ça peut évidemment prendre plusieurs directions autres, mais ce seraient les deux principales, je pense. C'est clair. Puis, justement, pour terminer, du côté des REITs, parce que c'est quelque chose, je pense que c'est le terme plus souvent commun que les gens connaissent. Peux-tu nous expliquer la différence entre un fonds comme le tien versus un REIT? Ouais, ben un REIT, c'est Real Estate Investment Trust en anglais. C'est une fiducie de placement immobilière. Par définition, un REIT, ça doit redistribuer 90% de ses revenus d'opération. OK. Donc, par définition, c'est des organisations ou des groupes qui doivent verser des dividendes. OK. Pour cette raison-là, la majorité des REITs, c'est des... Puis là, je te parle dans le résidentiel. C'est des gens qui vont acheter des projets neufs parce qu'ils dégagent des bonnes liquidités. Donc, il y a un bon cash flow. OK. Les REITs, c'est bon, je pense, pour des gens qui veulent un revenu récurrent.
Donc, quelqu'un qui est à la retraite, mettons, puis qui dit, moi, j'aimerais ça faire 5% par année tout le temps, tu sais. C'est clairement un projet qui est intéressant pour eux. Mais comme ils vont redistribuer 90%, on va dire, de leur rendement presque par année, c'est des fonds qui vont avoir peu de croissance. Je comprends. Parce qu'à chaque année, tu redonnes du cash, puis là, il faut que tu lèves du nouveau cash. Fait que c'est comme si tu repars à zéro presque, tu sais, à chaque année. Ouais. Alors que nous, le capital, on le redonne pas, on le réinvestit. Fait que nous, le capital, il fait effet boule de neige jusqu'à temps que la porte ressorte. Fait que ça, sur un horizon très long, un projet comme nous risque d'avoir un meilleur rendement ultimement. Ceci dit, nous, les investisseurs, ils savent qu'ils sont là pour minimum 5 ans. Ceux qui ont notre âge, ils se disent, ben moi, je vais toucher mon cash dans 20 ans, tu sais. Je comprends. Le chèque va être beaucoup plus gros, mais pour quelqu'un qui a besoin d'avoir un 4, 5, 6% de dividende, un fonds comme nous, ça ne correspond pas à ses besoins à lui, tu sais. Je comprends. Donc, il y a des super bons REIT pour des gens qui veulent des distributions, mais il faut juste décider, est-ce que l'argent, en fait, est-ce que tu as besoin d'avoir ton rendement chaque année? Si la réponse est non, vise un fonds qui fait plus du value add à long terme. Je comprends. Si tu dis non, moi, je mets 100 000, mais je veux un 5 000 par année, investis dans un REIT. Puis des REIT, il y en a plein qui sont publics. Tu as des REIT qui font du résidentiel, qui font du bureau, du commercial, industriel. Puis il y en a qui font un peu de tout. Fait qu'en investissant dans un REIT aussi, tu peux quand même diversifier assez bien, en général, ton placement. Je comprends. Puis pour toi, personnellement, là, c'est quoi tes projets perso là, en dehors de ton fonds que tu vas amener à X volume, à X niveau? Mais toi, personnellement, là, c'est quoi tes petits projets à toi? Ben en fait, ce projet-là, ça reste quand même un projet amical à la base parce que mes partenaires, c'est mes amis de secondaire. En plus, fait que, oui, c'est un projet qui est sérieux puis on veut le faire bien. Mais ultimement, on a du fun au quotidien. T'sais. Fait que moi, je me vois quand même faire ça pendant très longtemps. C'est sûr qu'on veut que la marque LIFA perdure à travers les années. Donc, tu sais, même dans 10, 15, 20 ans, si nous, on veut se retirer graduellement, on veut amener des nouveaux partenaires, on veut que les employés actuels deviennent éventuellement des partenaires pour que le fonds continue à croître. Parce que c'est plate pour nous d'avoir mis toutes ces affaires-là pour bâtir la business puis se dire qu'on ne l'aura plus dans 10 ans. Donc, clairement, moi, je veux une suite à ça. Puis, ultimement, on a quand même aussi l'idée peut-être de créer un deuxième fonds, mais plus spécialisé en private equity. Donc, le fait d'acheter des entreprises, de les optimiser. Fait qu'on ferait la même chose que ce qu'on fait en ce moment. Mais au lieu d'acheter des immeubles, ce serait des business qu'on viendrait optimiser. Fait que ce serait un plan plus 10-15 ans. Super. Fait que ça va être notre part 2. Exactement. En espérant, ou sinon de d'autres projets que tu vas avoir fait, où est-ce que tu vas t'être rendu. Puis, pour terminer, c'est quoi que tu dirais ou qu'est-ce que tu aurais à dire, admettons, pour les gens qui seraient curieux d'en savoir plus sur l'IFA, qui seraient intéressés vers l'IFA ou que ça pique leur curiosité, qu'est-ce que tu aurais à leur dire? Ben, ils peuvent nous contacter, puis il faut juste comprendre que dans un fonds privé comme nous, avec les règles de l'AMF, c'est pas tout le monde qui peut investir. Ah, c'est vrai. Donc, il y a plusieurs... En fait, il y a juste 3, on va dire, grandes catégories de personnes qui peuvent investir dans un fonds comme nous. C'est soit la famille, les amis très proches, puis les proches partenaires. Fait que c'est des gens qui nous connaissent. C'est soit des investisseurs qualifiés selon les règles de l'AMF. C'est quoi les règles de l'AMF? Pour être un investisseur qualifié selon l'AMF, il faut une des 3 définitions suivantes. C'est soit quelqu'un qui fait 200 000 de revenus annuels seul ou 300 000 avec son conjointe. Ou c'est quelqu'un qui détient plus qu'1 million en actifs financiers. Ou c'est quelqu'un qui détient 5 millions en actifs financiers, incluant sa maison et ses placements immobiliers. Donc, il faut que tu correspondes à une des 3 critères pour être un investisseur qualifié selon l'AMF. Puis récemment, comme on a dépassé le cap des 50 investisseurs, on a droit à ce qu'on appelle une autre dispense de prospectus. Donc, il y a une autre catégorie de personnes, finalement, qui peut investir avec nous. C'est les personnes morales qui investissent 150 000 et plus. Donc, si quelqu'un a une compagnie de gestion qui n'est pas créée dans l'unique but de détenir les actions de l'IFA et qu'elle investit 150 000 et plus, cette personne-là a le droit, selon l'AMF, d'investir. Fait que c'est seulement ces 3 types de personnes-là qui, finalement, qui sont investisseurs chez l'IFA. Fait que si les gens veulent plus d'informations et qui correspondent à une des 3 définitions, ils peuvent nous écrire, m'appeler. Ça me fera plaisir de leur jaser plus en profondeur. Puis, dernière question, c'est quoi le montant minimum pour pouvoir embarquer dans l'IFA? C'est justement 150 000. OK, c'est 150 000. Pour adresser la règle de l'AMF. Super. Exact. Et sincèrement, Charles, je souhaite beaucoup de succès. Genre, c'est vraiment incroyable qu'est-ce que tu fais. Puis, non, sincèrement, là, continue pour vrai, t'es dans une bonne voie. C'est gentil de le mentionner, Chris. Bon All succès à toi aussi. Tu as une super belle croissance depuis qu'on s'est connus à notre début en 2012. C'est impressionnant aussi de te voir croître. Donc, bonne chance pour la suite. Juste avant de terminer aussi, où est-ce que les gens peuvent te suivre pour en savoir plus, pour te suivre? Principalement LinkedIn, mon compte personnel LinkedIn. Puis l'IFA, des comptes Facebook, LinkedIn, Instagram. That's it. Pour nous suivre. All right. Merci, Charles.
Excellent, merci à toi. Yes. Regardez, c'est la première fois que j'ai quelqu'un qui a parti un fonds d'investissement immobilier. Comment vous l'avez trouvé? Avouez que c'est vraiment quelque chose, une alternative vraiment intéressante, mais c'est fou. J'espère que vous voyez, après toutes les personnes que je passe en entrevue, j'espère que vous voyez le monde de l'immobilier, comment qu'il n'y a pas juste une seule route, il n'y a pas juste une seule voie, mais il y a une multitude d'options, il y a une multitude d'avenues que vous pouvez prendre pour atteindre votre objectif de placement, d'investissement, d'enrichissement, de croissance, de projet, sincèrement, dans le monde de l'immobilier. Regardez, si vous avez aimé ça, si vous avez aimé ce genre de contenu-là, mettez un commentaire, mettez Better Call Chris dans les commentaires, parce que vous savez que oui, suite à l'entrevue, la conversation continue dans les commentaires. Alors, mettez soit 3 emojis de feu, parce que moi, je trouve que c'était vraiment une entrevue enflammante, mais aussi, ou sinon plutôt, mettez le hashtag Better Call Chris, comme ça au moins je vais savoir que ce genre de contenu-là, ce genre d'entrevue-là, vous aimez ça. Et pendant que vous y êtes, sincèrement, je vous félicite d'être resté jusqu'à la fin parce que vous faites partie du top 1% des gens qui complètent ce qu'ils terminent. C'est facile d'embarquer dans une vidéo, c'est facile d'écouter du contenu, mais de rester jusqu'à la fin, de prendre toutes les pépites d'or que l'entrevue peut vous apporter, waouh, je vous félicite pour ça. Puis justement, pendant que vous y êtes, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne, abonnez-vous, inscrivez-vous, comme ça, plus la chaîne va grossir, plus l'algorithme va me proposer à d'autres personnes comme vous. Et non seulement, plus ma chaîne va être grosse, plus ça va me faciliter d'aller vous chercher des personnes influentes, encore plus intéressantes, pour venir aller creuser dans leur tête, pour sortir les pépites d'or, tout ça pour vous. Et si vous désirez d'autres stratégies gagnantes comme ça, de la sorte en immobilier, je vous suggère de regarder une de ces 2 vidéos-là.